Diméas TV, bonjour et bienvenue pour notre quatrième émission de notre mère nourricière. Une émission qui va finalement être le compte-rendu des trois émissions précédentes. Vous avez eu plusieurs reportages, on a fait plusieurs reportages sous des axes différents. Les consommateurs, les pêcheurs, les plaisanciers, les restaurateurs et finalement toute cette chaîne qui va venir utiliser et consommer nos produits de notre Méditerranée, de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on fait un petit bilan, tout simplement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, sur ces quatre reportages, on a interviewé des dizaines de personnes différentes et on a retenu à chaque fois quelques personnes, quelque part, qui faisait un consensus entre tout ce qui était dit et qui permettait de faire finalement un résumé sur l'ensemble de la situation. Alors la grande question est... Pourquoi ce choix de venir ici acheter le poisson plutôt que d'aller dans un supermarché? Parce que c'est du poisson frais. Vos poissons, vous les achetez majoritairement comme ça dans les marchés de pêcheurs en direct, ou alors vous les achetez aussi en supermarché ou... C'est ici parce qu'on a trouvé que c'est plus frais ici. C'est plus d'accord. Est-ce que vous pensez que la Méditerranée est malade? Elle est malade, oui, parce qu'on l'a vu ce matin à la télévision d'ailleurs, que Oui. l'eau va se réchauffer et qu'il y aura moins en moins de poissons dans les années à venir. La vie. Donc vous pensez que le réchauffement climatique a une influence certaine sur notre patrimoine, j'allais dire alimentaire marin? C'est ce qu'on a entendu à la télévision. Si vous voyez un poisson que vous ne connaissez pas sur un étalage, est-ce que vous serez susceptible de le prendre quand même pour le tester? Oui. Oui. S'il est dans l'étalage, on peut le manger. Donc j'ai pris parce que c'est beau, voilà. Voilà. Mais je ne sais même pas le nom. Quand on est au bord de la mer, on privilégie le poisson. La question est, est-ce que notre Méditerranée est malade? Et que veut dire malade finalement? Est-ce que changer, mûrir, devenir différent et être malade? C'est la grande question que l'on a posée à toute cette typologie de personnes. Et surtout, la question primordiale, c'est est-ce que notre Méditerranée de Côte d'Azur va pouvoir continuer finalement à nous nourrir? Est-ce qu'il y aura toujours autant de poissons? Est-ce que les poissons seront toujours de même qualité, de même taille, pour nourrir une population grandissante? Que vont devenir les pêcheurs professionnels? Est-ce que leur métier est toujours le même? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Vous pouvez trouver en tout cas l'ensemble de ces trois vidéos sur notre chaîne YouTube Diméas TV. Et de temps en temps, je ferai apparaître, là je crois, là voilà, des petits onglets qui vous permettront de cliquer pour voir la vidéo qui sera en référence avec exactement ce que je suis en train de dire actuellement. Qu'en est-il vraiment? Est-ce catastrophique? Certains pensent que ça devient compliqué. D'autres prennent l'option de s'adapter, avec même du plaisir à la nouveauté. La question que nous posons, pouvons-nous et devons-nous faire quelque chose pour que l'environnement ne bouge pas? Ou devons-nous accompagner ce changement pour qu'il soit le plus souple et protecteur possible? En tout cas, il y a une réalité. Et cette réalité est que la mer, qui de tout temps a nourri des millions de personnes, de toutes catégories socio-professionnelles et de toutes castes financières, aujourd'hui, cela se complique. Il devient difficile pour les classes les plus modestes d'acheter des produits de la mer. Même les espèces abondantes, plus populaires, qui aujourd'hui sont plus chères et à moins grande quantité ou plus petits. La nourriture marine devient un produit de luxe, alors même que la viande, les légumes et les fruits deviennent inabordables pour une grosse partie de la population. Nous avons demandé à quelques personnes comment ils choisissent leurs produits et sur quel circuit. Extrait client. Nous avons constaté un 50-50. Ce qui veut dire que 50% des personnes interrogées préfèrent manger moins souvent les produits de la mer, mais restent sur leurs habitudes. Et les 50 autres personnes, pour la moitié, s'orientent vers les nouvelles espèces par curiosité, parce qu'ils cuisinent peut-être un peu aussi, et ils ont cet amour du produit. Et le reste par obligation tarifaire. Ces nouvelles espèces ne trouveront pas preneurs, sont donc moins chères, jusqu'au jour où elles deviendront victimes de leur succès et elles vont connaître une augmentation significative de leurs tarifs. C'est le principe de l'offre et de la demande. Nous verrons un peu plus tard pourquoi il y a une augmentation du tarif et nous verrons la réalité économique des pêcheurs qui, elles aussi, se dégradent fortement. En ce qui concerne la stratégie d'approvisionnement des consommateurs, elle est également variable. Même si tous connaissent la définition du circuit court et sont bien faits, également l'intérêt de faire travailler les artisans et les petits distributeurs locaux
Elle a une facilité à aller chercher son poisson et se crustacés au même endroit que son pain, son fromage, sans finalement trop se soucier de l'impact écologique ni de l'origine des produits achetés. Tout simplement pour limiter également les coûts, le transport, l'essence et mutualiser ces coûts-là pour avoir finalement des bonnes réductions et payer moins cher leurs produits. Il est à noter que les grandes surfaces tendent à jouer le jeu en s'approvisionnant en partie localement et en tentant de maîtriser leur consommation énergétique, mais en présentant uniquement les produits habituels de consommation et boudant les espèces encore assez mal connues par le grand public. Ont-ils un rôle éducatif à jouer? Nous avons tendance à penser que ce serait bénéfique pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et pour le maintien de la qualité et la diversité alimentaire de tous les consommateurs, quelles que soient leurs ressources financières. Évidemment, plus on va présenter des espèces méconnues aux consommateurs et on va leur permettre de goûter ces espèces méconnues, plus elles vont les apprécier et plus elles vont se retourner vers ces espèces-là, permettant aux espèces les plus fragilisées de pouvoir se développer à nouveau dans notre Méditerranée. Allons faire un tour du côté des restaurateurs. J'ai posé la question à un grand nombre de restaurateurs et vraiment de toutes catégories de restauration. Sur la vidéo, on a retenu un reportage d'un restaurant traditionnel de produits cuisinés maison. Il apparaît différentes choses. Ce témoignage permet finalement de regrouper ce qui est la pensée générale d'un peu tous les restaurateurs. Il y a de moins en moins de poissons en tout cas. D'accord. Et, de là être malade, je sais pas, mais ça devient de plus en plus compliqué avec les prédateurs qu'il y a de plus en plus. Donc ça réduit les petits poissons et du coup il y a de plus en plus de prédateurs, quoi. On leur fait connaître de nouveaux poissons et ils aiment bien, comme la pélamide à l'époque il n'y en avait pas et maintenant on leur fait des carpaccio de pélamide. Je pense pas ce qu'on peut faire, enfin je vois pas ce qu'on peut faire à part travailler justement ces poissons. Nous en tout cas ici on passe de plus en plus de poissons que de viande, contrairement à avant que les gens étaient plus des viandards, quoi. Maintenant je pense qu'ils vont plus vers le poisson. Une poissonnerie grossisse parce qu'on est obligé pour le loup, la dorade, les moules, tout ça. Mais ensuite après moi je travaille avec les poissons du jour. Quand on travaille en suggestion du jour, je travaille uniquement avec les marchés des pêcheurs et la pêche du jour. Les gens ils cherchent des poissons on va dire avec un prix au ticket qui n'est pas non plus énorme. Donc moi je travaille avec l'élevage bio qu'il y a à Cannes. Les avantages c'est déjà d'avoir un produit qui est bien frais, parce que c'est sûr que quand on achète chez le grossiste, c'est arrivé sûrement la veille ou l'avant-veille, on ne sait pas forcément comment ça se passe, tandis que là on voit le poisson, on voit ce qu'on achète et on voit la qualité et la fraîcheur du poisson directement, quoi. Et on peut choisir son poisson. Et est-ce que tu prends du coup plus de plaisir à travailler un poisson que tu as choisi à l'étalage? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Ça c'est sûr, ouais. C'est sûr. Après moi chez le fournisseur aussi, l'été il me connaît, il sait que j'aime bien travailler les grosses pièces, donc il me ramène souvent les espadons méditerranéens, donc qui est pêché par les pêcheurs d'ici et qu'il le ramène donc aux grossistes par contre. Mais j'aime bien travailler aussi voilà, l'espadon, Le méquer? l'espadon, le requin. J'aime bien travailler le requin bleu, moi en été il y en a beaucoup. Donc, le méquer, tu as déjà travaillé le méquer? J'ai jamais travaillé le méquer, moi, je ne Demande. connais pas du tout. D'accord. Demande. Ok. C'est pas Je ne mal. connais pas du tout. Ouais. C'est pas mal. Mais après c'est vrai que voilà, j'aime bien moi travailler les belles pièces, les gros poissons, quoi. Ouais. J'aime bien travailler les gros poissons. D'accord. Si aujourd'hui tu avais un message à faire passer aux consommateurs de poissons, De manger un peu plus les poissons qu'on n'a pas l'habitude de manger pour justement laisser grandir les autres espèces, parce que quand je vois des fois des dorades à 300 grammes qui sont sur des tables, je trouve pas ça normal, que la dorade vaut mieux la laisser grandir en 800 grammes, 1 kg, que ça devienne des belles pièces, quoi. Pas forcément toujours attraper des petits poissons. et qu'elles aient le temps de pondre. Et qu'elles aient le temps de pondre aussi, ouais. Pareil, de ne pas pêcher le loup de janvier à mars, parce que c'est là où c'est que ça se reproduit. On voit que les plus gros loups, ici moi je pêche un petit peu, donc moi je sais que si j'attrape un loup entre ces périodes-là, on va le relâcher, alors qu'il y en a d'autres, ils vont voir un beau loup, donc ils vont vouloir le garder. Mais bon, c'est pas forcément la bonne façon de faire, quoi. D'accord. Et une dernière question, donc ton poisson, quand tu le travailles, tous les poissons que tu travailles, tu les travailles de quelle façon? Est-ce que parce qu'aujourd'hui il y a deux tendances qui se font, ceux qui surtravaillent les produits et ceux qui font le plus simple possible. Alors moi je le fais le plus simple possible, le poisson. C'est vraiment, je trouve que la cuisine la plus simple c'est la meilleure, donc le produit pour le produit. c'est ça. Est-ce que quand tu travailles un poisson, tu as beaucoup de déchets? Avec les fonds, enfin moi avec les arêtes, tout ça, je fais des fumées ou sinon je transforme, je fais des terrines, à part la tête que je jette, je veux dire, et encore la tête, des fois je la mets pas, c'est pour les ouïes ou le sang qu'il y a dedans ou quoi. Mais sinon, un poisson normalement il
on jette rien sur un poisson, quoi. Vous pouvez voir cette vidéo en cliquant sur le lien ici. Voilà. Un chef de cuisine est par définition curieux et aime découvrir de nouveaux produits. Mais peut-il ou prend-il le risque de commander 20, 30, 40, 50 kilos de poissons pour simplement les tester, essayer, savoir ce qu'il peut en faire, créer une recette avec ceci? Vous imaginez le coût que cela serait pour un restaurant aujourd'hui où on sait que tout est difficile, que ce soit tant sur le domaine du financement que également les marges, etc. Donc il est peu probable qu'un chef de cuisine achète des poissons qu'il ne connaît pas pour les mettre à la carte, ne sachant pas comment les cuisiner, ne sachant pas ce qu'il va en faire et ne sachant surtout pas est-ce que le client final va le prendre parce qu'il ne connaît pas forcément ce poisson-là. Est-ce qu'il a le temps aussi matériel de tester et de réaliser des recettes? Dans certaines catégories de restauration, le chef de cuisine peut dégager du temps pour créer ses recettes, évidemment. Dans d'autres, quand on est au fourneau et au charbon, il est plus compliqué de prendre du recul pour tester de nouvelles recettes avec de nouvelles espèces et avec des nouveaux goûts que l'on ne connaît pas. Alors ça dépend évidemment, comme je l'ai dit, de la catégorie du restaurant et surtout des prix de vente au restaurant. Quand j'achète 10 kg de poisson pour tester ce qui va en devenir, il faut bien que ces 10 kg-là, je les rentabilise par la suite dans l'assiette en vendant à mes clients. Est-ce qu'aujourd'hui, un client est prêt à payer 10% plus cher son menu parce que le chef a pris le temps de travailler de nouvelles espèces? C'est la question que l'on pose. Est-ce que le client final peut finalement payer ces 10%-là également? Ce qui est très compliqué. Prenons un exemple. Tout bête. Un tableau. On va prendre un tableau de monnaie. Quand on va acheter un tableau de monnaie, un magnifique soit-il, on ne va pas le voir avec le coût du tableau. Finalement, combien coûte la toile sur laquelle le tableau est posé? Une dizaine d'euros. Combien coûte la peinture qu'il aura mis sur la toile? Probablement une dizaine d'euros. Combien de temps aura-t-il passé à faire sa toile? Ça, on ne se pose pas la question. Ça peut être 2 heures comme 2 ans. On ne sait pas. Mais finalement, qu'est-ce qu'on achète? On achète l'art pour l'art. C'est-à-dire le temps, tout le temps, ces années, ces dizaines d'années que Monet a passé à perfectionner son art. Son talent également, à pouvoir mélanger finalement les couleurs, les textures dans son tableau. Son œil également, c'est-à-dire son perfectionnisme, son talent évidemment, mais son expérience, sa compétence. C'est ça que l'on va payer. Si on payait un tableau pour le prix du tableau, on achèterait ça à 25 € et tout le monde serait content. Et finalement, on va acheter un Monet, ça peut aller jusqu'à des millions d'euros, mais parce qu'on paye toutes les années de recherche et de travail de M. Monet. Il en est de même pour un restaurateur. Un chef de cuisine. On ne paye pas l'assiette que l'on a dans l'assiette, on va payer le temps de recherche qu'il a passé pour aboutir cette assiette pour votre plaisir à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à comprendre et à attendre cela? C'est la grande question que se posent les restaurateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, un restaurateur, il est là simplement pour nourrir, c'est-à-dire, vous voulez manger de la dorade, je vous sers de la dorade, et puis, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, mais pour l'instant, il y en a encore un petit peu, plus petite, moins bonne, etc. Mais on verra. Ou est-ce que le restaurateur est là finalement pour vous faire découvrir de nouvelles choses, comme de nouvelles peintures, comme de nouvelles tendances artistiques? Et bien l'assiette, c'est pareil. Et là, on est vraiment dans un virage, et c'est la grande question des restaurateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir le loisir, le temps et le financement nécessaire pour, finalement, vous faire plaisir en vous éduquant? C'est la grande question qu'on vient à tous les restaurateurs. Et tous y sont conscients, aujourd'hui, qu'il faut préserver notre environnement. Un poisson qui est trop petit, on ne le met pas dans l'assiette. Même si vous voulez une dorade, si elle n'a pas la taille requise, elle repart à la mer. Bon, ouais. Allez hop, vraiment dire. Elle a besoin de grandir, elle a besoin de pondre pour qu'on puisse avoir des dorades dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Par contre, on a d'autres poissons, carnassiers en plus, qui arrivent sur notre Méditerranée, qui eux sont assez exceptionnels. Et est-ce qu'il est temps aujourd'hui de les faire découvrir? C'est ce rôle d'éducation que se donnent les restaurateurs. Alors faites confiance aux restaurateurs, ils sont là vraiment pour vous apporter autre chose dans l'assiette. Et puis finalement, le restaurant, c'est aussi découvrir, c'est une aventure. Prenons ça comme une aventure. C'est très important. Voilà ce qu'il en ressort de ce reportage que vous pouvez suivre encore une fois complètement
en cliquant sur le lien ici au-dessus. Ce qu'il en ressort également, c'est que on ne peut pas jouer avec les poissons comme on joue ou on a tendance à jouer avec les fruits et légumes. Même s'il n'est pas bon de jouer comme ça avec les fruits et légumes. Manger des fraises au mois de décembre, c'est inconcevable. On est d'accord. Et pourtant, des gens aujourd'hui mangent encore des fraises parce qu'il y en a à l'étalage. Mais les poissons, c'est différent. Les fraises, elles poussent ailleurs, dans d'autres régions du monde, dans différentes façons, et on arrive à les importer avec un coût environnemental qui est assez dégradant, évidemment. Mais le poisson, lui, il a besoin de se reproduire. Donc il y a des périodes. Il y a des périodes pour le poisson de chasse. Il y a des périodes d'union. Il y a des périodes de ponte. Il y a des périodes consommables. Donc suivant ces périodes consommables, il y a des calendriers. Il existe des calendriers, des bouquins ont été faits d'ailleurs à ce sujet-là. Vous pouvez aller sur internet, vous pouvez avoir un calendrier de la consommation des poissons et surtout de la non-consommation des poissons, parce que l'oursin, on sait très bien les périodes à laquelle les oursins doivent être consommés, enfin pêchés et consommés. Il en est de même pour l'ensemble des poissons. Chacun a ses propres périodes. Hein, la Saint-Jacques, on la connaît tous, mais chaque poisson a ses périodes de reproduction, d'engrossissement et du coup de prélèvement pour pouvoir les consommer, et respectons ces saisons-là pour être sûr que les poissons sont consommés dans de bonnes conditions et surtout que les espèces se régénèrent dans notre Méditerranée. Voilà le message que nous donnent les restaurateurs. Y a-t-il une solution de consommation qui nous peut permettre de préserver notre nature? Finalement, je pense que tout le monde a sa propre solution. Tout le monde peut avoir une solution. Chacun a sa solution par rapport à son envie également et par rapport à ses habitudes. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Pour être simple, vous tous qui nous écoutez, je vous invite à mettre des solutions en bas de l'écran, là, en bas dessous, juste en dessous de la vidéo. Il y a un petit endroit où on peut mettre des messages. Eh bien, mettez vos idées. Mettez ce que vous êtes prêt à faire pour préserver l'environnement et pour surtout utiliser notre patrimoine alimentaire marin dans de bonnes conditions, de façon à ce qu'il puisse se reproduire. C'est-à-dire, c'est même pas au niveau de la consommation du prélèvement. Aujourd'hui, il faut qu'il se reproduise plus vite que ce que l'on prélève. Voilà, ça c'est l'intérêt. Est-ce que vous avez des solutions, des idées, sachant que le but du jeu est qu'on se fasse plaisir et qu'on puisse manger de tout quand on a envie, pour être en bonne santé d'abord, et pour aussi, la bonne santé c'est physique, mais aussi mentale et morale. Il y a une chose certaine, et ça c'est le reportage donc, sur les consommateurs, hein, que vous allez retrouver, donc c'est toujours ici, sur les consommateurs, c'est que lorsque vous arrivez à l'étalage, vous voyez les poissons que vous connaissez, et bien souvent ces poissons-là vous attirent plus que les autres. Puis il y a des poissons qui sont plus gros, c'est plus compliqué, on ne sait pas trop comment les travailler, on ne les connaît pas, on ne sait pas si c'est bon, on ne sait pas voilà, comment il faut les cuisiner. Voilà. Et puis ces poissons ont des noms, j'allais dire moins sexy, des noms plus compliqués à retenir, la pélamine, le sevreau, qu'on dit le chachard, le perroquet, voilà, il y a différents noms, le saumon noir, voilà, on peut en dire plusieurs. Ce sont des espèces que l'on a du mal, qu'on ne connaît pas en Méditerranée en tout cas, qu'on ne connaissait pas en Méditerranée, qui sont des poissons aujourd'hui abondants et carnassiers, c'est-à-dire ces poissons-là qui viennent manger les poissons locaux et qui viennent surtout manger qui sont plus petits et qui viennent en abondance, en banc, sur nos côtes, donc vraiment se nourrir d'espèces qui empêchent d'autres espèces à se développer. Mais pourtant, ce sont des poissons qui sont assez exceptionnels. Il faut savoir que le sevreau, par exemple, c'est le deuxième poisson le plus prisé par les Japonais après le thon. Quand on dit la pélamide, c'est une grosse bonite qui est assez exceptionnelle. Il vaut mieux prendre une pélamide qui est la pélamide que des fois des bonites qui sont un peu plus en difficulté. Voilà. Donc sur ces poissons-là, on a du mal à retenir les noms et ça devient compliqué. Quand on va sur internet, qu'on dit comment je vais cuire une pélamide, finalement vous n'avez pas beaucoup de réseaux, de tutos qui vous permettent de les cuisiner. Mais c'est pour ça qu'il faut s'approcher des restaurateurs. C'est pour ça qu'il faut s'approcher des poissonniers locaux. Il faut leur poser la question. Ils sont là pour vous conseiller, pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut s'approcher également de différents organismes. Je pense à l'APAM, qui sont là pour expliquer. Ils font même des superbes revues qu'on peut trouver encore aujourd'hui sur Internet, qui sont là pour expliquer ces différentes espèces, comment on peut les consommer, comment on peut se faire plaisir avec. Voilà. Et toutes ces espèces-là, il est important de dire qu'aujourd'hui, étant mal aimées, méconnues, ont des tarifs très abordables. Donc plutôt que de payer un poisson
une fois par semaine 50 € le kilo, eh ben on peut se payer 5 fois par semaine un poisson à 10 € le kilo. Mais profitons-en avant que ces poissons aient un succès grandissant. Et du coup, bah, c'est le problème, c'est l'offre et la demande. Finalement, le jour où demain tout le monde se mettra à manger de la pélamide, peut-être que le tarif augmentera. Donc il faut vivre aussi économiquement avec les opportunités qui nous sont offertes par la planète. Nous sommes allés, lors de la 3e vidéo, aller voir les pêcheurs, les petits pêcheurs plaisanciers qui sont là et qui sont toujours avec leur canne à taquiner le goujon, comme on dit. Alors j'ai vécu dans ma jeunesse des parties de pêche mémorables où on sortait 10 kilos de poissons dans la matinée et on faisait un repas gargantuesque avec ces poissons de bonne taille, de bonne catégorie. Et bien aujourd'hui, pour le plaisancier, aller à la pêche, ce n'est plus la même chose. On ne va plus à la pêche pour se nourrir, on va à la pêche pour se ressourcer. Finalement, la partie de pêche entre le petit-fils et le grand-père ou l'oncle et le neveu existe toujours, mais pas pour les mêmes raisons. Avant, on a la pêche avec le plaisir de sortir un beau poisson, avec cet œil qui pétille du neveu ou du petit-fils qui sort son premier brochet après une bataille mémorable. Aujourd'hui, si on sort 3 sardines, on est content. Et finalement, le but du jeu, c'est de passer du temps face à la nature, à parler et à se ressourcer. Donc le plaisir n'est pas forcément le même. Il est clair à noter que de tout temps, la mer a nourri les peuples les moins riches. On s'est rapproché des mers petit à petit. C'était par protection alimentaire, c'est-à-dire qu'on pouvait pêcher et manger et nourrir un peuple complet. Aujourd'hui, il est plus compliqué. Une personne qui n'a pas de ressources financières ne peut pas, ou très difficilement, se subvenir à ses besoins en utilisant simplement la nature, en allant cueillir, pêcher, chasser. La réglementation est différente, le système de vie est différent, tout doit passer par un acte commercial, beaucoup, de façon à contrôler un maximum et à éviter les débordements. En tout cas, il est clair que l'abondance n'existe plus. L'abondance n'existe plus en mer parce que les poissons sont de plus en plus petits et de moins en moins nombreux. En tout cas, sur les côtes. Quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est la pêche déraisonnée qui l'y a fait? Est-ce que c'est... Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant des années, des dizaines, des centaines d'années. Donc on parle en siècles. Aujourd'hui, on y est, il faut vivre avec. Donc il faut consommer et prélever intelligemment. Et pour finir, on a fait un petit détour parce qu'il fallait aller voir finalement les principaux professionnels intéressés, les pêcheurs professionnels. Alors j'ai interviewé plusieurs professionnels de la pêche et on a fait un reportage avec Olivier Bardou que vous pouvez retrouver juste ici. Un reportage qui résume finalement encore une fois les pensées de beaucoup, la plupart des pêcheurs professionnels que l'on a, nous ici, sur Fréjus-Saint-Raphaël, c'est-à-dire des pêcheurs avec des petits bateaux qui pêchent le matin pour le matin et qui ramènent des espèces de proximité. Alors, la première chose qui en ressort, c'est que le changement climatique amène des changements de courant assez fréquents et très soudains. Il faut savoir que les espèces de poissons vont, eux, migrer par rapport aux températures qu'il y a dans la mer. Ce sont un ensemble de courants qui passent quand on est sur le bateau et qu'on voit un peu cet appareil avec les courants chauds, les courants froids, etc. On s'en rend bien compte et ça évolue très très rapidement. Et les espèces vont évoluer, vont se déplacer par rapport à ces courants. Ce qui veut dire que, on a tous entendu parler, il y a 20 ans en arrière, c'est voilà, le trou il est là, voilà, mon endroit de pêche est là, je le garde secret, etc. Ça c'est fini. Demain vous posez des casiers à un endroit pour sortir de la langoustine, et ben après-demain, si vous les mettez au même endroit, vous en aurez 0 parce qu'elles seront bougées de 50, 100 mètres, voire 1 km, ou peut-être même plus, à cause des courants. Donc finalement, le pêcheur n'est plus un pêcheur comme avant. On va aller un peu plus loin. La réglementation pour la préservation de nos espèces a été faite, à juste titre, qu'il faut travailler avec des maillages de filets bien particuliers pour être sûr de pêcher les bons poissons, les bonnes espèces,
j'ai dans la bonne taille nécessaire, la taille adulte, et pas les enfants, les laisser partir, les juvéniles, pour qu'ils puissent grandir et se reproduire. Également, les sens d'orientation des filets sont différents. Encore une fois, on parlait de courant, mais un filet qui est dans le mauvais courant ne prendra pas de poisson, mais le courant peut changer en 1 heure. Le rôle du pêcheur a évolué. Maintenant, un pêcheur, c'est un technicien de la mer, ça va beaucoup plus loin, et surtout, c'est un chasseur. C'est un chasseur parce que tous les matins, quand il prend son bateau et qu'il part, il doit aller chercher où il y a les bons poissons pour pouvoir en pêcher suffisamment pour pouvoir approvisionner ses clients et rentabiliser également sa pêche. Et rentabiliser sa pêche, ça veut dire également avoir suffisamment d'espèces consommables et prisées par la clientèle. Donc on arrive, si vous voyez la pêche avec le libardou, on va sortir quelques espèces intéressantes, mais c'est la magie finalement de la découverte. C'est plus comme avant où ils sortaient, ils savaient qu'ils allaient avoir 2 tonnes de poissons, enfin, petit pêcheur, on va pas parler en tonnes, mais quelques dizaines ou centaines de kilos qui vont sortir sur le filet. Aujourd'hui, il va sortir 5-10 kilos du filet, mais 5-10 kilos, il va falloir les mettre en valeur. Et sur ces 5-10 kilos, il va y avoir une multitude d'espèces, parce que finalement, il y a de plus en plus d'espèces. Il y aura quelques dorades, mais il y aura quelques sereaux, quelques pélamides qui va savoir vendre. Et donc ça complique beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pêcheur, est en plus d'être un pêcheur professionnel, technicien de la mer, chasseur également, il va devoir être influenceur quelque part, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux pour attirer la clientèle. Il va devoir être prescripteur de qualité, il va devoir devenir commercial pour que son poisson qui finalement va ramener à quai puisse être vendu. Pour rentabiliser sa sortie en mer, c'est-à-dire son gasoil, son bateau, son entretien, toutes les charges qui vont avec et sa ressource naturelle finalement, parce qu'il est là pour gagner aussi, pour vivre, pour gagner de l'argent. Toutes ces choses-là font que finalement, le monde économique qui tourne autour de la pêche évolue. Le monde de la consommation qui tourne autour de la mer évolue. Le monde de la gastronomie qui tourne autour de la mer évolue. Est-ce que c'est en bien ou en mal? Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler comme ça. Je pense qu'on doit évoluer avec. Et évoluer avec, c'est être curieux et voir ce qui se passe. Évoluer avec, c'est également poser des questions aux gens de proximité, aux pêcheurs, aux vendeurs, aux commerciaux, enfin toutes les personnes qui sont autour de nous, dans les magasins. Ben allez, faites-moi rêver, donnez-moi un truc que je ne connais pas, et dites-moi comment je vais le préparer et comment je peux le manger. On en est vraiment là. Mais finalement, c'est une force et une chance que l'on a. Une force et une chance parce que faire toujours la même chose, ça devient ennuyeux. Manger toujours le même produit, ça devient ennuyeux. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir manger chez nous des produits que l'on n'avait pas avant. Alors, utilisons-les. On a aussi la chance d'avoir suffisamment de recul et de connaissances pour comprendre comment fonctionne la ressource naturelle marine. Avec les périodes de pêche, les périodes de chasse, je reviens là-dessus. Avec ces périodes de production, avec ces périodes de consommation. On a aujourd'hui la connaissance et la compétence culinaire pour optimiser le produit. C'est-à-dire travailler 100% du produit. Ne rien jeter. Jusqu'à l'arête. Tout peut se faire. On a la connaissance pointue également de tout ce qui est agroalimentaire et besoin que l'on a, nous, en termes alimentaires. Donc, utilisant toutes ces forces-là pour consommer, prélever intelligemment tout ce qu'il y a dans la mer. En tout cas, je ne répondrai pas à la question est-ce que notre Méditerranée est malade? Si je vais y répondre, non, elle n'est pas malade. Notre Méditerranée, elle grandit. Notre Méditerranée, elle évolue. Mais finalement, comme nous, nous grandissons et nous évoluons. On n'a pas la même façon de s'habiller, la même façon de se tenir, de parler, de se mouvoir, de comprendre, d'interagir avec les autres quand on a 10 ans, quand on a 50 ans. Eh bien, la Méditerranée, c'est pareil. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Entre guillemets. On va dire 50 ans, 2 quelques siècles. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter avec elle. Alors, prenons plaisir, écoutons et surtout, posons les questions. On est dans un monde de communication. Et la communication, ce n'est pas simplement écouter des tutos sur Internet. La communication, ce n'est pas simplement écouter des reportages, même celui que je suis en train de faire. La communication, c'est d'abord parler aux gens présents.
La communication, c'est poser les bonnes questions et écouter les réponses. Alors, notre Méditerranée a besoin de nous et nous avons besoin d'elle. Alors, vivons ensemble. Au revoir.